y a des moments dans la vie où l'humiliation est servie sur un plateau d'argent, mais ce que personne n'attend, c'est que ce plateau revienne avec le double de force. Voici l'histoire d'un homme qui croyait que l'argent lui donnait le droit de piétiner la dignité des autres, et d'une femme qui lui a donné la leçon la plus brutale de sa vie, sans jamais hausser le ton. D'où nous écoutez-vous en ce moment même, et quelle heure est-il dans votre ville à cet instant précis? Le restaurant. Le jardin étoilé occupait l'angle le plus convoité du boulevard Haussmann, au cœur du quartier financier. Ses vitraux au plomb filtraient la lumière dorée du coucher de soleil parisien, projetant des motifs géométriques sur des nappes en lin blanc qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. C'était le genre d'endroit où les silences se mesuraient en milliers d'euros, où chaque couvert en argent massif pesait aussi lourd que les attentes de ceux qui pouvaient se permettre d'en franchir le seuil. Marina Kovač arriva pour son service, avec 15 minutes d'avance, comme elle le faisait chaque jour depuis 8 mois. À 27 ans, elle avait appris que la ponctualité était le bouclier invisible contre le mépris. Ses chaussures noires brillaient sous les lustres en cristal. Ses mains sentaient discrètement la crème hydratante bon marché qu'elle appliquait religieusement chaque soir pour cacher les crevasses laissées par le détergent industriel. L'uniforme, gilet noir, chemise blanche impeccable, tablier en sergé français, lui allait comme une seconde peau. Mais intérieurement, Marina savait que ses vêtements ne la définissaient pas. Ce qui la définissait était rangé dans le petit appartement de 2 pièces de l'autre côté de la ville. Des certificats encadrés pendaient aux murs écaillés. Philologie comparée, Université de Belgrade. Traduction simultanée, Institut supérieur. Cette langue coulant dans ses veines comme des rivières qui ne s'assécheraient jamais. Serbe, français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe. Chacune apprise avec la férocité de celui qui comprend que la connaissance est le seul héritage que personne ne peut vous arracher. Mais Paris ne demande pas vos diplômes quand vous arrivez avec une valise et un rêve brisé. Paris vous tend un plateau, vous désigne les tables et vous rappelle à chaque regard condescendant que votre accent étranger vaut moins que le vin que vous servez. Table 12, lui indiqua Gérard, le maître d'hôtel, sans la regarder dans les yeux. Ils viennent d'arriver, des cadres, traite-les comme s'ils étaient de la famille royale. Marina acquiesça, ajusta le carnet dans la poche de son tablier et se dirigea vers la table du fond. 3 hommes en costume, coûtant probablement le prix de 6 mois de son loyer, occupaient l'angle réservé. L'atmosphère autour d'eux vibrait de cette électricité particulière, propre à ceux qui ont l'habitude que les portes s'ouvrent avant leur arrivée, que les conversations s'arrêtent quand ils parlent et que le monde s'ajuste à leur convenance. Mais l'un d'eux se distinguait des autres. Sébastien Richter avait le genre de présence qui n'avait pas besoin de s'annoncer. 42 ans, les cheveux parfaitement gominés vers l'arrière, une montre suisse au poignet gauche valant plus que la voiture de Marina, si elle en avait eu une. Ses yeux gris balayaient le restaurant comme s'il évaluait ce qui, dans ce qu'il voyait, méritait son attention. La réponse semblait être « très peu ». Marina s'approcha avec le sourire professionnel qu'elle avait perfectionné au point d'en faire une armure. « Bonsoir, messieurs. Bienvenue au jardin étoilé. Je m'appelle Marina. Et je serai ravi de m'occuper de vous ce soir. Souhaitez-vous commencer par quelque chose à boire ?» Les 2 autres hommes, l'un chauve avec une cravate bleue électrique, l'autre plus jeune avec des lunettes de designer, échangèrent un regard rapide avec Sébastien, qui ne leva même pas les yeux du menu. « Oh !» répondit l'un d'eux dans un français approximatif avec un accent nettement allemand. Marina acquiesça, prenant une note mentale. Allemand, cadre, probablement des investisseurs ou des directeurs. D'une multinationale, le genre de client que Gérard choyait personnellement, car un bon pourboire pouvait faire la différence entre un mois correct et un mois extraordinaire. Eau gazeuse ou plate ? Demanda-t-elle avec la même courtoisie imperturbable. C'est alors que Sébastien Richter leva les yeux pour la première fois. Ce ne fut pas un regard. Ce fut une évaluation.
Ses yeux la parcoururent de haut en bas avec la vitesse calculée de quelqu'un qui classe les objets par valeur en quelques millisecondes. Et dans ces millisecondes, Marina vit le verdict écrit sur son visage. Insignifiante. Gazeuse, répondit-il en allemand, sans prendre la peine de passer au français. Et assure-toi qu'elle soit bien fraîche. La dernière fois que je suis venu ici, l'eau était tiède. Inacceptable dans un endroit qui pratique de tels prix. Marina garda son sourire. Elle ne sia pas. Elle ne donna aucun signe de compréhension. Elle répondit dans un français parfait. « Bien sûr, monsieur. De l'eau gazeuse bien fraîche. Êtes-vous prêt à commander? Ou avez-vous besoin de quelques minutes supplémentaires ?» Sébastien s'adossa à sa chaise, un geste étudié de supériorité physique. Puis il s'adressa à ses compagnons en allemand, élevant le ton suffisamment pour que Marina l'entende clairement. « Ils embauchent n'importe qui ici maintenant. Regarde-la. Elle ne comprend probablement même pas ce que nous disons. Ces endroits avaient des standards autrefois. » L'homme à la cravate bleue laissa échapper un rire gêné. Le jeune homme aux lunettes regarda ailleurs, visiblement embarrassé, mais aucun des deux ne dit rien. Le silence complice est aussi une forme de cruauté. Quelque chose d'ancien et de familier remua dans la poitrine de Marina. Ce n'était pas de la colère. La colère était trop chaude, trop évidente. C'était ce froid cristallin qu'elle connaissait depuis l'enfance, quand les enfants à Belgrade se moquaient de sa mère parce qu'elle nettoyait des bureaux, quand les professeurs à l'université lui disaient que son accent serbe gâchait son français, quand le monde insistait pour lui rappeler qu'elle venait d'un endroit que la géographie du privilège préférait ignorer. Mais elle avait appris quelque chose de fondamental au fil des ans. La dignité ne se mendie pas. Elle se conserve en silence, se cultive dans l'invisible et se déploie seulement quand le moment exact l'exige. « Je prends note de vos préférences », répondit Marina en français, inclinant légèrement la tête avec un respect millimétré. Ou « Je reviens tout de suite avec vos boissons ». Elle s'éloigna de la table d'un pas assuré, sans hâte, sans hésitation. Derrière elle, la voix de Sebastian Richter continua de flotter en allemand. Au moins, elle sait quand se retirer. Bien. Qu'elle pense probablement que nous lui faisons un compliment. L'eau arriva dans des bouteilles Perrier impeccablement froides, la condensation formant de petites rivières sur le verre vert. Marina les servit avec une précision chirurgicale, remplissant chaque verre au niveau exact, sans jamais renverser une goutte. Le service parfait était devenu sa forme de résistance silencieuse. « Souhaitez-vous commander maintenant ?» demanda-t-elle en français. Sébastien l'ignora totalement, étudiant le menu comme si les lettres contenaient les secrets de l'univers. Puis, sans lever les yeux, il commença à réciter sa commande en allemand. « Je veux le filet de bœuf. » À point, mais qu'il n'ose pas me l'apporter saignant car je ne le mangerai pas. Salade en premier, sans tomates. Il les prononça avec un mépris particulier. Et l'assaisonnement à part, car ces endroits noient toujours tout dans la vinaigrette. Et dis au chef que si la viande est trop salée, je la renverrai. Tu as compris quelque chose à cela, ou ai-je besoin qu'il fasse venir quelqu'un de compétent? Ses compagnons de table étaient visiblement mal à l'aise maintenant. L'homme chauve se racla la gorge. Sébastien, peut-être devrions-nous quoi? Le coupa Sébastien, toujours en allemand mais avec un volume qui ne laissait aucun doute sur son intention. Lui parler en français comme si elle avait la capacité de traiter une commande complexe. S'il te plaît, regarde-la. Elle est probablement en train de calculer dans sa tête combien d'assiettes elle doit laver après ça. Le restaurant avait commencé à remarquer. D'autres tables lançaient des regards furtifs. Gérard observait depuis son poste avec une expression inquiète. Marina sentait les yeux de ses collègues, la tension collective de ceux qui avaient été témoins de scènes similaires auparavant, de ceux qui savaient que le client a toujours raison, surtout quand le client peut acheter votre silence avec un pourboire. Mais Marina Kovač n'avait pas survécu à des guerres familiales, à une migration forcée, à des nuits d'études sous une seule ampoule, à refus après refus dans des bureaux qui ne lisaient même pas son CV, pour craquer maintenant. Elle sortit son carnet.
Elle écrivit méticuleusement chaque mot de la commande de Sébastien. Puis, sans changer son expression neutre, elle demanda, en français, « À point est votre préférence, ou préférez-vous une cuisson d'appoint plus proche du bien cuit ?» Sébastien leva les yeux, surpris par la précision. « Tu connais la différence ?» demanda-t-il en allemand, avec un sarcasme tranchant comme du verre. « À point. A-P-O-I-N-T. As-tu besoin que je l'épelle plus lentement ?»« Parfait, » répondit Marina en français, en écrivant. Et pour ces messieurs, les deux autres commandèrent rapidement, s'excusant presque par le ton, comme s'ils voulaient mettre fin à l'interaction le plus vite possible. Marina ramassa les menus avec une grâce pratiquée et se retira vers la cuisine. Au poste de service, Gérard l'intercepta. « Tout va bien à la 12. Tout est parfait, » mentit Marina avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Juste des clients, particuliers. » Gérard plissa les yeux. « J'ai vu comment il te parlait. Si tu as besoin que j'intervienne, je n'ai besoin de rien. » répondit Marina avec une fermeté douce. « Je peux gérer. » Et elle le pouvait. Car tandis que Sébastien Richter pensait faire preuve de supériorité, Marina avait 3 coups d'avance dans un jeu dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Le plat arriva exactement comme Sébastien l'avait commandé. La viande à point, la salade impeccable, l'assaisonnement dans un récipient séparé en porcelaine. Marina servit le tout avec la précision d'un horloger suisse, sans commentaire, sans questions supplémentaires. Pendant qu'il mangeait, Sébastien continua son monologue en allemand. Ce n'était plus seulement de la cruauté occasionnelle, c'était devenu un divertissement. Il parlait de la décadence des standards dans l'industrie des services, de comment n'importe qui peut obtenir un travail maintenant sans réelle qualification, de l'invasion de travailleurs non qualifiés qui ruinent l'expérience gastronomique authentique. Chaque phrase était une dague enveloppée de velours linguistique, lancée avec la certitude que la cible ne pouvait pas les sentir. Mais Marina les sentait toutes. Elle les comptait. Elle les archivait. L'homme aux lunettes finit par en avoir assez. « Sébastien, vraiment, je pense que tu devrais… » « Quoi ?» Sébastien but une gorgée de son vin, un Bordeaux de 2015 dont Marina savait qu'il coûtait 340 € la bouteille, car elle avait mémorisé toute la carte en 4 langues. Je devrais quoi? Prétendre que nous vivons dans un monde où la médiocrité mérite le respect? Non, j'ai construit mon entreprise à partir de rien. Personne ne m'a rien donné. Si cette fille veut du respect, qu'elle le gagne. En attendant, elle fait simplement partie du décor. Fait partie du décor. Ces mots flottèrent dans l'air comme une fumée toxique. Marina revint vérifier s'ils avaient besoin d'autre chose. Sébastien, enhardi par le vin et l'audience captive de ses collègues, décida que c'était le moment de son acte final. « Dis-moi une chose », lui dit-il en allemand, la regardant directement pour la première fois avec ce qui se voulait être. Un sourire. « Depuis combien de temps travailles-tu ici? 1 mois? 2? Laisse-moi deviner. Tu es arrivé en France en pensant que tu obtiendrais un vrai travail. Mais il s'est avéré que ton éducation de… D'où viens-tu? D'Europe? De l'Est? D'Afrique? Il rit. Ton éducation ne vaut rien ici. Alors maintenant tu sers des tables et tu dis probablement à ta famille que tu gagnes une expérience internationale. Je me trompe? Ses compagnons ne riaient plus. Le restaurant était plongé dans un silence gêné. Même les clients des autres tables avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Gérard commença à se déplacer de sa position, mais Marina leva une main presque imperceptible. « Attends. » Car le moment était venu. Marina Kovacs posa son carnet. Elle regarda Sébastien Richter droit dans les yeux, avec des yeux qui en avaient trop vu pour être intimidés par si peu. Et quand elle parla, elle le fit dans un allemand parfait, sans accent, avec la diction impeccable de quelqu'un qui avait étudié à Heidelberg pendant un été entier. « Je travaille ici depuis 8 mois, monsieur Richter. Et vous avez raison sur un point, je suis arrivé en France avec des attentes, mais pas du genre que vous imaginez. » Les couleurs quittèrent le visage de Sébastien comme l'eau s'écoule d'un évier. « Quoi ? J'ai étudié la philologie. »
Comparé à l'université de Belgrade, continua Marina, passant maintenant avec fluidité au français pour que tout le restaurant puisse comprendre, où j'ai été diplômé avec mention. J'ai ensuite obtenu mon master en traduction simultanée à l'Institut supérieur. Je parle 7 langues, serbe, français, anglais, allemand, italien, espagnol et russe. Elle passa à l'italien. Je pourrais vous réciter Dante si vous préférez, puis à l'espagnol, ou discuter des œuvres complètes de Garcia Marquez. De retour au russe, ou traduire Dostoïevski simultanément pendant que vous mangez. Et enfin, elle revint à l'allemand, avec un sourire qui n'avait rien de servile. Ainsi, chaque mot que vous avez prononcé ce soir sur mon incompétence, sur mon manque d'éducation, sur le fait que je sois parti du décor, je l'ai parfaitement compris. Chaque seul mot. Le silence qui suivit était de ceux qui brisent le verre. Sebastian Richter était paralysé, son visage passant par tout un spectre d'émotions, choc, horreur, honte, rage. Ses compagnons fixaient leurs assiettes comme si elles contenaient les réponses de l'univers. Tout le restaurant a entendu ce que vous pensez de moi, continua Marina, en français maintenant, sa voix calme mais implacable. Tous ont entendu comment vous mesurez la valeur humaine par le travail que quelqu'un fait temporairement et non par qui il est réellement. Vous avez supposé que parce que je sers des tables, je suis moins que vous. Vous avez supposé que mon accent en français signifie ignorance et non multilinguisme. Vous avez supposé que votre argent vous donne le droit d'humilier. Elle s'inclina légèrement, non par révérence, mais par le geste calculé de celui qui s'apprête à porter le coup final. Et le plus triste, monsieur Richter, c'est que vous oublierez probablement cette conversation dès demain. Mais moi, je n'oublierai jamais ce que vous m'avez appris ce soir, qu'il y a des personnes qui préfèrent croire qu'elles sont supérieures par accident de naissance ou de fortune, plutôt que de gagner un respect authentique par la décence humaine de base. Le restaurant avait cessé d'exister en tant qu'espace physique. Il était devenu un théâtre, et toutes les personnes présentes étaient les témoins de quelque chose de plus grand qu'une simple transaction entre clients et serveuses. C'était l'effondrement d'une illusion, l'exposition d'une vérité inconfortable sur le privilège et la présomption. Sébastien tenta de se ressaisir, son cerveau cherchant visiblement une issue. Je ne voulais pas dire, c'était juste une plaisanterie. Marina finit la phrase pour lui, cette fois dans un anglais impeccable. Les blagues sont drôles quand les deux parties en rient. Ce n'était pas une blague, c'était une démonstration de caractère. Le vôtre. Elle se redressa, retrouvant sa posture professionnelle. Votre addition sera prête dès que vous la demanderez. J'espère que le repas a été à votre goût, bien que je soupçonne que le goût de cette conversation persistera plus longtemps que n'importe quel plat que nous avons servi. Sur ce, Marina s'éloigna de la table avec la même grâce qu'à son arrivée, laissant derrière elle un silence si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Au poste de service, Gérard l'attendait avec une expression indéchiffrable. Pendant une seconde, Marina pensa qu'il la licencierait, que défendre sa dignité aurait le prix habituel, son gagne-pain. Mais alors, Gérard fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. 22 ans dans ce métier, dit-il à voix basse. Et c'est la chose la plus magnifique à laquelle j'ai insisté. 7 langues, 7, confirma Marina, son cœur battant encore avec l'adrénaline de celui qui vient de sauter d'une falaise sans savoir s'il y a de l'eau en bas. Pourquoi ne l'as-tu jamais mentionné? Parce que personne n'a demandé, répondit-elle simplement. Gérard acquiesça, comme si cette réponse expliquait tout ce qui n'allait pas et tout ce qui allait bien dans le monde simultanément. La table 12 va demander l'addition. Dans 3, 2, comme il l'avait prédit, Sébastien leva la main avec une urgence visible. Ses compagnons avaient déjà sorti leur portefeuille, manifestement désespérés de mettre fin à la soirée. Le pourboire, quand il arriva, fut exact. Pas 1 euro de plus que requis. Il n'y eut aucun contact visuel, aucun mot supplémentaire. Quand la porte du restaurant se referma derrière eux, l'endroit expira collectivement.
Et alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des applaudissements. Ils commencèrent à la table près de la fenêtre. Un couple de personnes âgées qui avaient observé le tout avec une indignation croissante, puis ils se propagèrent, table par table, jusqu'à ce que tout le jardin étoilé applaudisse une serveuse qui avait refusé d'être invisible. Marina sentit des larmes presser derrière ses yeux, mais elle les retint. Pas ici, pas encore. Marina. Gérard s'approcha, à nouveau cette fois avec une enveloppe à la main. C'est arrivé pour toi il y a 2 semaines, de la Commission européenne. Je l'ai gardé en pensant que c'était une publicité, mais Marina ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les premières lignes 1 fois, 2 fois, sans pouvoir traiter complètement les mots. Chère mademoiselle Kovac, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature pour le poste de traductrice simultanée senior à la Direction générale de la traduction a été approuvée. Votre maîtrise exceptionnelle de multiples langues et vos qualifications académiques. Le reste se brouilla dans un océan de jargon bureaucratique magnifique, mais l'essentiel était clair. Elle avait été acceptée. 6 mois de candidature, d'examens, d'entretiens auxquels elle s'était rendue lors de ses jours de congé, de tests de compétences linguistiques passés dans des bibliothèques publiques. Tout en avait valu la peine. De bonnes nouvelles, demanda Gérard. Les meilleures, chuchota Marina. Je commence à Bruxelles le mois prochain. Cette nuit-là, quand Marina arriva enfin dans son petit appartement et ferma la porte derrière elle, elle s'autorisa à pleurer. Non pas pour Sebastian Richter, qui était probablement déjà dans son hôtel, en train de justifier son comportement par des excuses qui protégeaient son ego. Non pas pour l'humiliation qu'il avait tenté de lui infliger, car les mots n'ont que le pouvoir qu'on leur accorde. Elle pleura pour toutes les Marinas du monde, pour chaque personne qui travaille en silence pendant que d'autres assument son histoire, pour chaque immigrant dont l'accent est confondu avec de l'ignorance, pour chaque diplôme qui pend sur des murs que personne ne visite, pour chaque rêve qui est maintenu en vie par des doubles services et une dignité empruntée. Elle pleura parce qu'elle avait gagné, oui, mais aussi parce que cela n'aurait jamais dû être une bataille. Les semaines suivantes, au jardin étoilé, furent différentes. L'histoire s'était propagée, d'abord parmi le personnel, puis parmi les clients réguliers, et elle finit par apparaître sur un blog gastronomique local, comme une anecdote sur le service le plus mémorable de la saison, bien que sans, non, respectant l'intimité de tous les concernés. Marina effectua ses derniers services avec le même professionnalisme que toujours, mais désormais ses collègues la regardaient différemment. Non pas avec pitié ou condescendance, mais avec quelque chose ressemblant à un respect sincère. Plusieurs lui demandèrent de leur apprendre des phrases de base dans d'autres langues. Gérard commença à la consulter au sujet des clients internationaux. Et quand son dernier jour arriva, tout le personnel se réunit dans la cuisine après la fermeture. Ce n'est pas courant, dit Gérard, levant une coupe de champagne bon marché qu'ils avaient probablement acheté eux-mêmes. Que nous ayons le privilège de travailler avec quelqu'un qui nous rappelle pourquoi la dignité n'est pas négociable, quel que soit l'uniforme que nous portons. Ils portèrent un toast. Marina garda ce moment dans un endroit profond où les vieilles blessures commençaient enfin à cicatriser. 6 mois plus tard, Marina Kovac était assise dans une cabine de traduction simultanée dans le bâtiment Berlaymont à Bruxelles avec un casque de dernière génération transmettant le discours d'un ambassadeur espagnol sur les politiques commerciales. Ses doigts volaient sur le clavier, sa voix transmettant instantanément chaque mot de l'espagnol vers le français, puis vers l'allemand, puis vers l'anglais, avec la fluidité de l'eau s'écoulant entre les vers. Pendant une pause, alors qu'elle prenait un café dans le salon des traducteurs, un espace rempli de personnes qui parlaient aussi plusieurs langues, qui avaient aussi migré, qui comprenaient aussi que la connaissance est la seule véritable patrie. Son téléphone vibra. Un email. Le nom de l'expéditeur la fit marquer un temps d'arrêt. Sebastian Richter. Pendant un instant,
Elle envisagea de le supprimer sans le lire. Mais la curiosité l'emporta. « Chère mademoiselle Kovacs, je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de mon nom, bien que je soupçonne que vous le fassiez probablement. Je suis l'homme qui s'est comporté de manière inexcusable au jardin étoilé il y a plusieurs mois. J'ai évité d'écrire cette lettre pendant des semaines, peut-être des mois. Non pas parce que je ne savais pas ce que je voulais dire, mais parce que les mots semblaient inadéquats face à l'ampleur de mon erreur. Je n'ai pas d'excuses. Je ne peux pas blâmer le stress, le vin ou les pressions des affaires. La vérité est plus simple et plus laide. Je me suis comporté comme un être humain méprisable parce que mon succès professionnel m'avait convaincu que j'avais le droit de regarder les autres de haut. Depuis cette nuit, je n'ai pu oublier votre visage, votre voix, ou la leçon que vous m'avez apprise avec plus de grâce que je n'en méritais. J'ai rejoué cette conversation dans mon esprit des centaines de fois, chaque fois avec une honte grandissante. Mon entreprise a été impliquée récemment dans des négociations avec la Commission européenne. Lors d'une réunion, j'ai entendu votre voix transmettre une traduction simultanée de l'allemand vers le français. Je l'ai reconnu immédiatement. Et j'ai ressenti un mélange de fierté, pour vous, étrangement, et une honte renouvelée pour la façon dont je vous ai traité lors de notre première rencontre. Je n'écris pas pour chercher le pardon. Je ne le mérite pas. J'écris parce que vous méritez de savoir que vos mots ont changé quelque chose de fondamental dans ma façon de voir le monde et ma place en son sein. J'ai mis en place un programme de formation obligatoire dans mon entreprise sur le respect sur le lieu de travail, en particulier à l'égard du personnel de service. J'ai fait des dons importants à des organisations qui soutiennent les immigrés qualifiés en Europe. Rien de tout cela n'efface ce que j'ai fait, mais j'espère qu'au moins cela signifie que votre leçon n'a pas été totalement gâchée pour moi. Si jamais vous avez besoin d'une référence professionnelle, d'une recommandation, ou simplement de quelqu'un pour témoigner de votre caractère extraordinaire, je serais honoré de vous servir en cette capacité. Avec le plus profond respect et un remords durable, Sebastian Richter. Marina lut la lettre 3 fois. Elle ne ressentit pas de triomphe. Elle ne ressentit pas de validation particulièrement satisfaisante. Ce qu'elle ressentit fut quelque chose de plus complexe. La tristesse de savoir que la croissance ne vient souvent qu'après avoir causé du tort, la reconnaissance que les excuses ne peuvent défaire le passé, mais qu'elles peuvent, peut-être, changer l'avenir. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle rangea l'email dans un dossier spécial. Peut-être répondrait-elle un jour, peut-être pas. Le point n'était pas de savoir si Sebastian Richter méritait son pardon, mais qu'elle avait le pouvoir de décider de l'accorder ou non. Et ce pouvoir, enfin, était totalement le sien. Ce soir-là, Marina retourna dans son nouvel appartement à Bruxelles, plus grand, avec des murs peints de frais, où ses certificats pendèrent désormais avec fierté. Elle prépara du thé dans la cuisine, tout en regardant par la fenêtre une ville qu'elle sentait enfin comme sa maison. Son téléphone sonna. Un appel vidéo. Sa mère depuis Belgrade. « Comment s'est passé le travail, Ljubavi ?» demanda sa mère en serbe. « Intense », répondit Marina en souriant. « J'ai traduit pendant 6 heures d'affilée aujourd'hui. Mais bien, vraiment bien. Ton père serait tellement fier. » dit sa mère, les yeux brillants de larmes contenues. Marina pensa à son père, décédé quand elle avait 16 ans, qui avait travaillé dans la construction la journée et étudié l'ingénierie le soir, qui n'avait jamais vécu assez longtemps pour voir ses diplômes, mais qui avait planté en elle la graine inébranlable que l'éducation était la liberté. « Je sais, maman. Je sais. » Après avoir raccroché, Marina s'assit à son bureau. Elle ouvrit un document vierge et commença à écrire. Pas une lettre, pas un journal. Quelque chose de différent. À qui pourrait avoir besoin de lire ceci? Il y a eu un jour où quelqu'un a tenté de me réduire à la somme de mon uniforme et de mon accent. Il a tenté de me convaincre et de convaincre le monde qui observait que ma valeur pouvait se mesurer par ma position temporaire dans une hiérarchie sociale arbitraire. Il a échoué.
non pas parce que j'étais particulièrement courageuse, mais parce que je portais avec moi quelque chose que l'argent ne peut acheter et que le privilège ne peut octroyer, la connaissance de qui je suis réellement quand personne ne regarde. Si vous lisez ceci et que vous sentez que le monde vous dit que vous êtes moins que rien, rappelez-vous, les gens qui ont besoin de minimiser les autres pour se sentir grands sont les gens les plus petits qui soient. Vos langues sont un pouvoir. Votre éducation est une armure. Votre dignité est non négociable et un jour, quand vous vous y attendrez le moins, vous aurez votre moment pour le prouver. Marina enregistra le document. Peut-être le publierait-elle un jour, peut-être pas. Comme pour la lettre de Sébastien, le pouvoir résidait dans le fait d'avoir le choix. Elle se prépara à aller au lit, mais avant d'éteindre la lumière, elle regarda à nouveau ses certificats au mur. 7 langues, 7 fenêtres sur le monde, 7 façons de dire « j'existe, j'importe, je ne suis pas invisible ». Et dans le calme de cette nuit bruxelloise, Marina Kovács comprit enfin quelque chose de fondamental. La vengeance la plus douce n'est pas de faire souffrir vos détracteurs, c'est de vivre si bien que vous prouviez qu'ils ont toujours eu tort à votre sujet. C'est de vous lever chaque matin en sachant que votre valeur n'a jamais dépendu de leur approbation. C'est de devenir la personne que vous saviez être, même quand le monde insistait pour ne pas le voir. Et c'est de le faire avec tant de grâce que lorsqu'ils vous verront enfin, qu'ils vous verront vraiment, ils ne pourront rien faire d'autre que d'affronter la petitesse de leurs propres préjugés. Car au final, Sébastien Richter n'a rien appris à Marina qu'elle ne savait déjà. Mais Marina lui a appris, à lui et à tous ceux qui ont été témoins de ce moment, quelque chose qu'ils oublieraient à leur risque et péril. Ne sous-estimez jamais, au grand jamais, la personne qui vous sert le dîner, car vous n'avez aucune idée des langues que parle son âme. Les lumières de Bruxelles scintillaient dehors comme des étoiles terrestres, chacune représentant une histoire, un rêve, une personne naviguant son propre voyage entre qui elle est et qui le monde lui dit d'être. Marina éteignit la lampe et s'endormit dans un sommeil sans cauchemar, sachant qu'elle avait gagné la seule bataille qui compte vraiment, la bataille pour son propre récit. Et quelque part à Paris, dans un restaurant aux nappes blanches et aux couverts d'argent, une autre serveuse avec un autre accent était probablement en train de servir un autre client qui supposait trop de choses, mais peut-être, juste peut-être, l'histoire de Marina avait changé quelque chose. Une conversation à la fois, une leçon à la fois, une langue à la fois. Parce que les mots ont du pouvoir, et ceux qui en parlent beaucoup ont des univers. Cette histoire nous fait réfléchir sur le nombre de fois où nous jugeons quelqu'un sur son apparence ou son travail, sans connaître la profondeur qu'il porte en lui. Avez-vous déjà sous-estimé quelqu'un pour découvrir plus tard qui il était réellement ? Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez-nous un commentaire pour partager votre expérience. Et si vous pensez que plus de gens ont besoin de se rappeler que nous ne savons jamais qui se trouve en face de nous, abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous apprennent à regarder au-delà de l'évidence.